Gary Mamon, qui était ravi qui a tout de suite répondu présent, qui a mis un peu de temps à me trouver un titre, mais je trouve qu'il a eu raison, parce que c'est un titre sympathique. En tout cas, ça vous a donné envie d'être là ce soir. Gary a... Alors, j'ai oublié de te demander ce que je fais toujours, parce qu'il faut, pour te présenter sur Internet, parce qu'ensuite, on peut aller écouter la conférence. Pour te présenter un petit peu, savoir ce que tu as fait autrefois avant de venir à l'IAP. Je sais que tu as passé de nombreuses années aux États-Unis. Oui. Voilà, où il y a appris l'anglais, mais aussi son métier et beaucoup de choses qui nous a ramenés ici et dont on profite largement. Donc sa spécialité, c'est l'étude des amas de galaxies, des galaxies, la cosmologie, surtout d'un point de vue théorique. Et tu vas me rafraîchir la mémoire, je ne sais pas depuis combien de temps tu es là, peut-être 10 ans, 15 ans maintenant. Je suis là depuis 93 à l'IAP. 93, ça fait 15 ans, voilà. Je sais qu'il faut toujours que je multiplie par 2 mes premières impressions. Hein. J'avais l'impression que c'était 7 ans, mais c'est 15, voilà. Et voilà, donc nous avons eu le plaisir de travailler ensemble. Il est impliqué dans de nombreuses collaborations. Il a séjourné l'année dernière, il y a à peu près une année à Oxford, où il a de nombreux collègues et collaborateurs. Et une des dernières contributions de Gary a été de se poser des questions sur la nature de la matière noire, et en particulier de remettre en question la théorie de monde theory, à l'aide de contraintes nouvelles qui étaient données d'un point de vue observationnel et qu'il fallait analyser d'un point de vue théorique, ce qu'il a fait. Voilà. C'est une des dernières contributions, en tout cas moi, qui m'a frappé et que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Et maintenant, je vais m'arrêter là, te laisser nous parler de la croissance des galaxies. Bien, merci Daniel. Ça me fait plaisir d'être là, devant une salle comble. Et la dernière fois que j'ai fait cet exercice de vulgarisation à l'IAP, ça devait être en 98 ou 99. Et j'ai parlé au fait d'un sujet assez similaire qui était l'origine des formes des galaxies. Donc il y aura des choses en commun. Puis après, j'ai fait une autre conférence qui n'avait rien à voir sur la matière noire de l'univers, qui est mon autre grand sujet en effet de travail. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la croissance des galaxies. Un jour, tout sera grand. Comment est-ce que les galaxies sont devenues ce qu'elles sont? Comment est-ce que la Voie lactée, notre galaxie à nous, est devenue ce qu'elle est? Alors, on n'a pas une vision parfaite, mais on commence à avoir des bribes de vision qui nous permettent de penser que l'on comprend ce qui se passe sous pas mal de niveaux, mais il y a encore beaucoup de questions incomprises. Alors, donc je vais vous décrire un peu ce que c'est que les galaxies, pour ceux qui ne savent pas. J'essaierai de commencer lentement, et puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude des conférences en astronomie, mais il y en a d'autres ici qui peut-être ont l'habitude des conférences en astronomie, donc j'espère que ça ira. À la fin, je leur présenterai des travaux en cours, ce qui est toujours délicat à faire devant un public, parce qu'on a l'habitude de penser avec notre propre jargon, donc on va voir si le courant passe. Alors, je vais parler des faits observationnels et des grandes questions que l'on se pose. Et après, donc, j'approcherai les thèmes de comment naissent les galaxies, comment elles croissent, qui est donc le sujet majeur de la conférence, et je ferai une synthèse, les perspectives. Alors, avant de commencer, j'ai besoin de vous rappeler quelques faits astronomiques que je vais utiliser. Donc, un fait, c'est, sachant que les galaxies sont faites d'étoiles, et je vais vous montrer ça dans un instant, on a besoin de savoir une chose, qui est que la plupart des étoiles vivent sur une séquence principale, que cette séquence principale, le Soleil serait à peu près là, représente un facteur à peu près 100 en masse entre le plus petit et le plus grand, donc le Soleil est à peu près au milieu. Donc ça c'est en masse, mais en luminosité, c'est des très grands facteurs. D'accord ? Ça c'est une chose. Et dans ce diagramme où la couleur qui va du rouge au bleu, de droite à gauche, est en abscisse, et l'ordonnée c'est la luminosité. Donc vous voyez qu'il y a quand même énormément de facteurs de luminosité. Là, il y a 1 milliard de facteurs là, entre les plus faibles et les plus lumineuses. Alors après, donc, pouvez-vous poser la question combien ça fait de watts? Bon, bah, ça fait 10 puissance 26 watts, le Soleil, etc. Bon. Voilà. Et donc ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que les étoiles les plus lumineuses sont celles-là ici. Alors celles-là sont aussi assez lumineuses, mais celles-là dominent. Et celles-là sont bleues. Et donc ça veut dire que
la chose suivante, c'est que ces étoiles sont très lumineuses et la luminosité étant tellement plus forte, plus puissante que le Soleil, 100 000 fois plus puissant, alors qu'elles ne font que 100 000 fois la masse. Et au fait, ces étoiles vont rayonner leur énergie parce que la luminosité, la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc vous sacrifiez un peu votre énergie à chaque seconde. Et donc celles-là sont tellement efficaces à rayonner leur énergie qu'elles vont vivre très peu. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de comment elles arrêtent leur vie, mais simplement elles vivent d'un temps très court, de l'ordre de 10 millions d'années, alors que notre Soleil a 5 milliards d'années, et il est à mi-vie, donc il va vivre 10 milliards d'années. Et alors donc si on combine ces deux faits, on obtient la conclusion que les populations stellaires, c'est-à-dire que les galaxies par exemple, qui ont des couleurs bleues, sont forcément, ou presque forcément, jeunes. Donc ça c'est très important. Bien, donc maintenant je peux vous présenter les galaxies. Alors, je ne suis pas très content parce que c'est un peu coupé, mais bon. Donc, vous avez une image d'une galaxie vue de face qui ressemble un peu à notre Voie lactée. Alors, évidemment, je n'ai pas de photo de notre Voie lactée vue de face puisqu'on est à l'intérieur. Et donc, c'est impossible, avec les moyens du bord, d'envoyer une fusée aller à 30 000 années-lumière. Donc, pour vous donner une idée des distances, là, nous parlons de taille, là, de l'ordre de 30 à 50 000 années-lumière entre le centre et le bord. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi une année-lumière? Une année-lumière, c'est combien? C'est 10 puissance 13, donc c'est 10 000 milliards de kilomètres. Voilà. Donc, ce sont des grandes tailles. Hein. Bon. Mais il faut en faire abstraction. Il ne faut pas avoir peur des grandes tailles. Hein. Simplement, c'est simplement quelques ordres de grandeur au-dessus de ce dont on a l'habitude. Bien, alors ce qu'on s'aperçoit sur ces galaxies vues de face, c'est qu'on a essayé de mettre ça dans des couleurs un peu représentatives. Il y a quand même une diversité de couleurs que vous voyez sur cette image. Donc vous voyez que le centre est plutôt jaune, que les bords sont plutôt bleus et qu'il y a des points roses. Alors, donc les objets bleus sont des zones d'étoiles jeunes, hein, puisque je vous ai convaincu, j'espère, que les populations bleues sont jeunes. Et les zones roses, c'est des nuages de gaz qui sont... C'est d'hydrogène qui est tiède et qui est chauffé par des étoiles qui sont juste sur le point de se former. Et c'est là où les étoiles se forment. Donc on a des étoiles en formation dans ces zones-là. Puis vous voyez aussi des lignes un peu noires, là, et certaines sont dues à des poussières. Parfois c'est du vide, mais parfois c'est des grosses étendues de poussière. Et les poussières se forment, c'est un peu... C'est deux niveaux plus complexes que le gaz moléculaire, si vous voulez. Vous avez le gaz moléculaire, vous avez quelque chose d'autre qui s'appelle les pH, puis après vous avez les poussières. Donc c'est des objets très complexes qui se forment autour des étoiles en formation. Et donc les poussières sont d'une certaine façon des traceurs d'étoiles en formation. Donc ça, alors malheureusement ça absorbe la lumière, du moins la lumière dont on a l'habitude, mais il ne faut pas s'arrêter à la lumière visible, parce que les astronomes regardent aussi en infrarouge, en ultraviolet, en ondes radio, en rayons X, en rayons gamma. Et il se trouve qu'en infrarouge lointain, les poussières n'absorbent pas, mais elles émettent. Donc on peut voir les poussières. Bien. Alors maintenant, on va tourner cette galaxie. Voilà. Je la tourne. En fait, c'est une autre. Et donc, vous avez une galaxie similaire, vue de tranche. Donc vous voyez que les étoiles sont dans un disque. Et au fait, on peut mesurer qu'il y a une rotation de ce disque. Il y a une rotation de ce disque. Et d'autre part, ce que vous voyez, c'est que quand vous voyez tranche, donc vous voyez là très bien les poussières, qui cachent la lumière de la région centrale qu'on appelle le bulbe, qui dépasse le disque. D'accord ? Alors on pense que le bulbe a une origine différente que le disque. Vous voyez qu'il a une forme très ronde, alors que le disque a une forme en disque. Et puis le centre du bulbe, on peut l'appeler le noyau. Donc le Soleil est à peu près à 3/5 de la distance, puis vous avez des petits points là qui sont des amas d'étoiles qu'on appelle amas globulaires, dont je ne parlerai pas. Bien, donc vous avez des galaxies spirales qui ont des couleurs plus bleues. Et alors pour ceux qui veulent connaître les acronymes, HST c'est des clichés du Hubble Space Telescope, du télescope spatial de Hubble. D'accord ? Et Messier, c'est le catalogue de nébuleuses, dont la plupart sont des galaxies aujourd'hui, enfin une grande partie en tout cas, établie au XVIIIe siècle par le français Charles Messier.
Alors on appelle donc cette galaxie Messier 101 ou tout simplement, puisqu'on est un peu paresseux, M101. Et NGC, c'est le New Galaxy Catalogue du début du XXe siècle. Voilà. Alors après, il y a d'autres galaxies qui sont très différentes, qui ne sont pas du tout sous forme de disque, mais qui sont plutôt sphériques et qui n'ont pas vraiment de structure, qui sont complètement amorphes. Alors, on appelle ça des galaxies elliptiques géantes, ou pas géantes, je vous montrerai tout à l'heure. Alors après, donc, évidemment, on va se poser la question, pourquoi est-ce que certaines galaxies sont disques et pourquoi certaines galaxies sont ce qu'on appelle elliptiques. Alors, on les appelle elliptiques parce qu'elles ont une forme elliptique en projection sur le ciel. Certaines sont assez circulaires en projection sur le ciel, donc elles sont sphériques plutôt, à moins qu'elles soient vues, à moins que ce soit des disques vus de face ou des cigares vus le long de la ligne de visée. Bien. Et alors, il y a une classe intermédiaire de galaxies qu'on appelle lenticulaires, ou S0, qui, elles, elles ont des bulbes immenses, mais elles montrent un peu de gaz et un peu de poussière, comme vous le voyez là. Donc, vous voyez les poussières dans cette galaxie lenticulaire vue de tranche. Alors, le problème avec les galaxies lenticulaires, c'est que si vous le regardez de face, vous avez beaucoup de mal à savoir si c'est une galaxie lenticulaire ou une galaxie elliptique. Donc, il y a beaucoup de confusion parmi les astronomes sur certaines de ces galaxies, encore aujourd'hui. Alors ça, c'est pour les géantes. Alors après, pour les naines, c'est quand même terrible quand on parle de géants et de nains, mais c'est comme ça. Pour les galaxies naines, il y en a qui ressemblent beaucoup aux galaxies elliptiques géantes, donc comme celle-là, donc Messier 110. Voilà. Et vous en avez d'autres qui sont des naines irrégulières. Alors celles-là, elles n'ont pas la structure de disque, mais elles ont des étoiles jeunes. Elles montrent un peu de gaz et un peu de poussière. Alors on ne voit pas le gaz, mais on devine un peu la poussière. Voilà. Et alors après, il y a deux autres types de naines dont je vais vous parler. Certaines galaxies sont très faibles en luminosité. On voit à peine les étoiles avec l'arrière-plan du ciel derrière. Et alors, il se trouve qu'on ne voit ces galaxies qu'autour de la Voie lactée. On n'arrive pas à les voir beaucoup plus loin. On appelle ça des naines sphéroïdales. Et alors, ces 3 dernières années à peu près, on a découvert, parmi les galaxies, on a découvert des galaxies extrêmement peu lumineuses. Parce que d'habitude, une galaxie comme la Voie lactée, on parle de 100 milliards d'étoiles, et donc à peu près de 100 milliards de fois la luminosité du Soleil, qui est à peu près une étoile moyenne. Et les naines sphéroïdales de Fornax, qui sont les grandes naines sphéroïdales, on parle de 10 à 100 millions d'étoiles. Bon, c'est moins. Et maintenant, on a découvert des galaxies avec 1000 étoiles. C'est extrêmement faible. Bien. Et puis, il y a une 4e classe dont je voulais vous mentionner, qui est ce petit objet-là. Alors, c'est des objets très compacts, tellement compacts qu'elles ressemblent à des étoiles sur le ciel. Il faut vraiment avoir des très bons clichés pour pouvoir les séparer, voir qu'elles sont plus étendues que les images des étoiles sur les clichés. Et elles sont souvent autour de très grosses galaxies de géantes elliptiques géantes, pardon. Alors, je montre celle-là parce que c'est moi qui l'ai découvert. Et, enfin, c'est pas moi qui ai découvert cet objet, mais c'est moi qui ai montré que cet objet était une elliptique compacte, et même plus qu'elle est entre 2 classes d'elliptiques compactes. Bon. Ce qui est tout à fait étonnant parce que c'est pas du tout ma force de travailler sur les observations, mais ça m'arrive parfois. Et, voilà. Bon, c'est sympa de faire des choses différentes. Donc, on peut classer les galaxies, et le premier qui les a classées, et qui a fait beaucoup d'autres choses pour nous, les astronomes, c'est Hubble. Hubble, il a classé les galaxies à la fin des années 20, et donc il a remarqué, comme vous êtes en train de remarquer maintenant, qu'il y a des classes elliptiques et des spirales. Et puis en plus, parmi les spirales, il y en a les spirales semblent aller jusqu'au centre, et il y en a où il y a une sorte elles s'arrêtent, et puis après, il y a une sorte de distribution dans ce qu'on appelle une barre, donc une sorte de ligne droite d'étoiles. Ce n'est pas une barre de métal, hein, c'est une distribution droite d'étoiles qui joint les 2 bouts des bras spiraux. D'accord. Et puis donc, les lenticulaires sont à l'intersection, puisqu'elles sont un peu comme des elliptiques. D'accord. Mais il y a des lenticulaires un peu barrés aussi. Donc ça, c'est une autre façon de voir ce diapason de Hubble, hein, c'est en forme de diapason.
Et donc, c'est une base de départ pour comprendre les galaxies. Bien. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques faits observationnels. Alors, et ce sont des faits qu'on va utiliser pour essayer de comprendre les origines des galaxies. Donc, premier fait, les galaxies les plus lumineuses sont aussi les plus rouges. Donc, on appelle ça la relation couleur-luminosité. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le deuxième fait, c'est que les galaxies elliptiques suivent, et les galaxies rouges en général, suivent une séquence très fine en couleur. Ça veut dire que la distribution, vous allez voir, on verra très bien, les rouges vont se démarquer des autres. Troisième fait, et donc tout ça c'est apparenté, c'est que finalement, vous avez vu, il y a ces deux classes spirale et elliptique, il y a aussi deux classes de couleurs qui semblent être bien séparées. Et ça, c'est nouveau. Autant les classes morphologiques étaient connues depuis Hubble en fin des années 20, autant au niveau des couleurs, ce n'est que depuis 5 ans ou 8 ans maintenant qu'on a une vision très forte de cette bimodalité. Parce que pour cela, il fallait des très grands relevés qui sont arrivés que maintenant. 4. Alors ça, c'est une vieille idée. Les galaxies elliptiques, Hubble connaissait ça déjà, les galaxies elliptiques préfèrent les régions denses de l'univers. Donc ça veut dire qu'il y a des amas de galaxies, des groupes de galaxies. Donc les elliptiques aiment les régions centrales des amas, les régions centrales des groupes. On appelle ça la relation morphologie-densité. Et on peut aller même plus loin. Les galaxies qui sont au centre des amas, et généralement au centre des groupes assez massifs, ces galaxies-là sont des elliptiques géantes, et très géantes même, très massives. Et puis 6, alors j'en parle un peu, mais j'en parlerai pas beaucoup des trous noirs pendant mon exposé. Donc les trous noirs, c'est un point qui a en principe un volume 0 et qui a une masse. Et donc on sait maintenant qu'au centre des galaxies, dont la nôtre, il y a des trous noirs supermassifs. Ça veut dire qu'elles sont plus massives que des étoiles. Dans notre Voie lactée, on pense qu'il y a un trou noir dont la masse serait de l'ordre de 3 millions de fois la masse du Soleil. Alors c'est beaucoup par rapport aux étoiles, c'est peu par rapport à toute la Voie lactée. Et alors, ce qu'on a découvert en mesurant... Donc on mesure la masse du trou noir comme Newton a mesuré la masse du Soleil, c'est-à-dire qu'on regarde les vitesses des étoiles autour. Donc Newton, il a regardé les vitesses des planètes autour du Soleil, il a mesuré la masse du Soleil. C'est très fort. 17e siècle. Un grand génie, Newton. Et bien maintenant, on utilise des méthodes similaires pour peser les trous noirs au centre des galaxies. Donc on a trouvé 3 millions de masses solaires pour la nôtre. Il y en a qui ont des milliards de masse solaire de masse de trous noirs. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la masse du trou noir central est proportionnelle à la masse de la composante bulbe des galaxies. Il ne faut pas ajouter le disque. Bien. Alors, je vous montre une figure un peu compliquée. Je m'en excuse, je n'ai pas trouvé une figure plus simple. Alors, j'explique. Donc, là, vous avez en abscisse les luminosités des galaxies, et c'est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'à gauche, c'est plus lumineux qu'à droite. Donc, vous avez les lumineuses là et les peu lumineuses là. Donc, si vous voulez, les géantes et les naines, si vous voulez. D'accord ? Et d'autre part, vous avez la couleur mesurée quantitativement, de sorte que les plus rouges sont en haut et les plus bleus sont en bas. Et ce qui est peut-être compliqué pour vous, c'est que les courbes là représentent des sortes de niveaux. Imaginez qu'on ait mis un point pour chaque galaxie. Eh bien, les niveaux, comme des niveaux de montagne, ben là où les niveaux sont hauts, c'est là où la densité de galaxies dans des régions du diagramme sont grandes. Donc, en d'autres termes, il y a énormément de galaxies qui sont concentrées dans cette région du diagramme. Et c'est une région très étroite. Et c'est la séquence rouge dont je vous ai parlé. Et qui s'étend d'ailleurs, on voit les traces de la séquence rouge maintenant bien jusqu'à moins 14, au moins. Et d'autre part, il y a un deuxième nuage de points qui est centré sur cette région-là. Donc luminosité plus faible que là, et couleur plus bleue. Et globalement, grosso modo, la séquence rouge, c'est les galaxies elliptiques, et la séquence bleue, c'est les galaxies spirales. Et les lenticulaires sont avec les elliptiques dans ce cas-là.
D'accord. Donc ça, c'est la... Donc on voit là, on répond je vous illustre 3 faits avec un seul diagramme. Donc la relation couleur-luminosité, en particulier pour la séquence rouge qui augmente, donc avec la luminosité, la couleur qui rougit pour les plus lumineuses, l'existence de la séquence rouge et la bimodalité. Bien, et donc voilà encore un diagramme par la même personne, Yvan Boldry, en Angleterre, où là il a séparé en 6 zones suivant la densité de l'environnement des galaxies. Donc en haut à gauche, c'est des régions un peu vides de l'univers, où les galaxies sont un peu isolées. Et la région en bas à droite, c'est plutôt les centres des amas de galaxies. Donc là où il y a beaucoup de galaxies par unité de volume. Et ce qu'on remarque, c'est que là où c'est très dense, eh bien, on voit très bien la séquence rouge et on ne voit pas très bien la séquence bleue. Alors évidemment, c'est exagéré parce que je me suis permis de mettre ces ellipses. Et dans les régions peu denses, on voit mieux la séquence bleue, on voit un peu la séquence rouge, mais pas aussi fortement que là. Là aussi, on voit un peu la séquence bleue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. Donc, globalement, les galaxies rouges, plutôt elliptiques et lenticulaires, elles sont dans les régions denses, et les galaxies bleues sont plutôt dans les régions peu denses. On appelle ça la relation morphologie-densité, qui était connue depuis longtemps, donc connue depuis Hubble. Donc, les galaxies rouges préfèrent les environnements denses. Et donc, elle était connue déjà en 84, et même en 80, et même avant. Et donc là, ce qu'on montre, c'est en fonction de la densité. Alors bon, on utilise le logarithme, donc ça veut dire qu'à chaque fois que le nombre augmente de 1, la densité augmente d'un facteur 10. Donc là, de moins 2 à 4, il y a 6 ordres de magnitude, donc on multiplie par 1 million la densité entre là et là. Et donc là, vous avez la fraction des galaxies qui sont elliptiques, calculée par 2 méthodes, la fraction de galaxies qui sont lenticulaires et la somme des deux. Et donc, si j'avais dessiné aussi les spirales, la fraction de galaxies qui est spirale, elle diminuerait du centre vers les bords, des bords des structures, donc des régions peu denses, au centre des structures, là où c'est très dense. Donc les spirales feraient ça, alors que les elliptiques et les lenticulaires augmentent. Donc il y a une relation morphologie-densité très forte. Les elliptiques préfèrent les régions denses, les spirales sont plutôt isolées. D'ailleurs, notre Voie lactée, qui est spirale, elle vit dans une région très peu dense. Elle est dans un petit groupe de galaxies, avec sa sœur un peu jumelle, un tout petit peu plus massif, qui s'appelle Andromède, ou Messier 31, ou M31, si vous préférez, ou NGC 224, je crois. Mais ce groupe n'est pas un vrai groupe, ça veut dire qu'il n'est pas en équilibre dynamique, comme beaucoup de groupes le sont. Le nôtre, il est tellement peu dense que la gravitation n'a pas encore pris le dessus par rapport à l'expansion de l'univers. Et il a pris le dessus, mais pas complètement, c'est partiel. Donc Andromède et nous, on est en train de tomber l'un sur l'autre, mais pour la première fois. On n'a pas encore eu plusieurs passages, on n'est pas dans un équilibre. Ça va arriver dans quelques milliards d'années. Voilà, donc les elliptiques et les lenticulaires préfèrent les régions denses comme les centres des amas. Alors, d'autre part, je vous ai dit qu'au centre des amas, les galaxies sont des elliptiques géantes. Donc, au centre de cet amas Abel 1689, l'objet central, c'est celui-là, et c'est une elliptique géante. Alors, il y a d'autres elliptiques géantes, mais la plus grosse est au centre. Et voilà un autre amas découvert par le Sloan Digital Sky Survey, ce grand relevé américain qui a révolutionné l'astronomie, parce qu'il a multiplié par de l'ordre de 20 le nombre d'objets qu'il a étudiés, il les a étudiés en plus très proprement. De nouveau, vous avez une géante qui est au centre de l'amas. Bien. Alors, après, terminant par les trous noirs, donc voilà une illustration de la relation masse-trou noir, masse ou luminosité, c'est à peu près pareil, de la composante bulbe des galaxies. Donc là, il y a à la fois des lenticulaires, des elliptiques. On peut aussi mettre les spirales, mais c'est difficile parce que pour les galaxies spirales, il faut séparer le bulbe du disque, et les auteurs ont préféré ne pas le faire, mais ils l'ont fait dans un autre contexte. Et les spirales suivent la loi aussi. Elles suivent la loi, mais il faut tenir compte que des propriétés du bulbe. Et la relation est une proportionnalité presque exacte. S'il y avait une puissance de 1, ça serait exactement proportionnel. Alors, par contre, la corrélation n'est pas excellente, dans le sens qu'il y a un peu de résidu par rapport à la ligne qui représente le meilleur ajustement. En tout cas, c'est un problème de comprendre ça. Je vais vous parler plus tard de fusion de galaxies, comme Daniel a parlé de fusion de musées. Alors moi, je suis contre les fusions de musées, mais je suis pour les fusions de galaxies. Alors,
imaginez si les galaxies fusionnent naturellement pour grandir. Et je vais vous montrer aussi que quand elles fusionnent, les disques ont tendance à être détruits pour donner de la matière au bulbe. Donc les bulbes sont renforcés. Donc il n'y a pas de conservation de la masse du bulbe dans une fusion. Au contraire, le bulbe se retrouve plus grand à la fin que la somme des deux bulbes initialement. Donc l'idée, c'est que si chaque galaxie a un trou noir au centre, et que ce sont des bulbes des disques, et puis des trous noirs au centre, et si les galaxies fusionnent, les trous noirs vont se retrouver, les deux trous noirs vont se retrouver dans le nouveau centre, ils vont fusionner eux-mêmes. Donc quand ils vont fusionner, a priori, il y aurait conservation de la masse des trous noirs, mais il n'y a pas de conservation de masse des bulbes. Donc on ne comprend pas comment cette relation va se maintenir. Pire, de temps en temps, on pense que les trous noirs, que quand ils vont fusionner, ils vont s'éjecter par des effets de la relativité d'Einstein qui sont compliqués. Et à ce moment-là, vous allez en plus perdre en trou noir. Vous allez gagner en bulbe et perdre en trou noir. Donc on comprend mal la proportionnalité. Bien, alors comment naissent les galaxies? Pour savoir comment naissent les galaxies, il faut retourner au Big Bang, au début de l'univers. Donc, nous savons aujourd'hui que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Les galaxies lointaines s'éloignent les unes des autres. Les proches, elles interagissent un peu par leur gravitation. Donc, elles peuvent s'approcher de temps en temps. Andromède s'approche de nous. Mais, généralement, si vous prenez toutes les paires des galaxies dans un espace assez grand, 99,99% des paires s'éloignent. Bon. Et la vitesse d'éloignement des galaxies est proportionnelle à leur distance. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble. Et cette proportionnalité est naturelle dans un univers en expansion. D'accord ? Si vous prenez un fil, supposons que l'univers était en une dimension. Vous prenez un ruban élastique, vous dessinez des points, ce sont des galaxies, vous tirez le ruban, les galaxies vont s'éloigner, et en plus, la vitesse d'éloignement vont être proportionnelle aux distances. Je vous encourage d'essayer. Vous pouvez aussi faire ça en 2 dimensions avec un ballon. Vous mettez des points sur un ballon, vous gonflez le ballon, et vous allez retrouver la loi de Hubble. Bien. Donc, si l'univers est en expansion, on peut remonter dans le temps jusqu'au moment où l'univers était plus petit, et puis au début, il était un point. Donc ça, c'est le Big Bang. Donc il était un point très dense et très chaud. Donc voilà une illustration d'artiste de comment aurait évolué l'univers. Alors je suis désolé que c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le temps avance de bas en haut, dans tous les sens, voilà. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que 3 minutes après le commencement, alors il se passe plein de choses, mais 3 minutes après le commencement, on forme les premiers noyaux atomiques. Avant ça, on forme les protons et les neutrons. Donc après, on forme les noyaux d'hélium, et puis après oxygène, fer, etc. 400 000 ans après le Big Bang, on forme les premiers atomes. Et il se passe quelque chose de très important. C'est qu'avant cette époque-là, parce que les atomes, c'est quoi? C'est des noyaux et des électrons. Les électrons, c'est des petits objets qui ont des charges opposées aux protons. Avant ce moment-là, les électrons sont libres. Ils ne sont pas accrochés aux protons en tournant autour pour former des atomes. Ils sont libres, et puis les noyaux et les électrons interagissent avec les particules de lumière, les photons. Et les particules de lumière se trouvent piégées par ces nombreux électrons et photons. Et puis, à fur et à mesure que l'univers grandit, il refroidit. Et refroidit veut dire les objets bougent moins vite, se déplacent moins vite. Et donc les électrons vont ralentir et ils vont finir par être capturés par les noyaux. Et en étant capturés par le noyau, tout à coup, il y a un vide entre les atomes qui se sont formés, et donc les photons peuvent se défiler. Donc si on raisonne dans l'autre sens, quand on considère l'univers à 1 milliard d'années, on peut prendre en photo des galaxies, etc. Et au fait, on peut voir jusqu'à cette époque, 400 000 ans, 380 000 ans pour être précis, après le Big Bang. Et avant ça, on ne peut pas voir, parce que l'univers est opaque. C'est comme le Soleil. Le Soleil, vous pouvez voir la photosphère, et vous ne pouvez pas voir à l'intérieur la lumière visible, parce que le Soleil est opaque. Il y a d'autres façons de faire, mais il y a ce problème-là. Donc l'univers est opaque aux photons de lumière.
Et il y a d'autres techniques pour aller sonder les moments plus reculés, mais c'est très difficile. Et l'autre chose qu'il faut absolument que je vous dise, c'est qu'à l'IAP, on est en train d'analyser les données d'un satellite qui est en train de mesurer la première lumière, cette lumière à 400 000 ans. Et ce satellite s'appelle Planck Surveyor. Et en analysant les fluctuations de cette lumière qui donne une vision de la densité de matière de l'univers à cette époque-là, densité qui était très homogène, donc je vais vous montrer ça dans un instant, voilà. Donc ça, c'était la mesure précédente, WMAP, qui était une mesure américaine. Donc avec ce satellite qui s'appelle Planck, il va refaire une carte beaucoup plus fine de cette première lumière de l'univers, et en faisant une carte beaucoup plus fine, il va mesurer les fluctuations de lumière, qui sont là très amplifiées, parce que ce sont des fluctuations de 1 pour 100 000, donc c'est presque une lumière homogène, quoi. C'est presque gris, quoi, si vous voulez. Ouais. Et uniformément gris, je devrais dire. Voilà. Et en mesurant les fluctuations à très petite échelle et aux grandes échelles et aux échelles moyennes, on arrive à retrouver les paramètres initiaux de l'univers. Et on arrive à comprendre si l'univers, comment est-ce que l'expansion de l'univers s'est faite, si elle s'est faite d'une façon accélérée, ce qu'on appelle l'inflation ou pas. Mais ça, c'est de la physique très difficile, c'est de la physique théorique, ce qu'on appelle la cosmologie primordiale, et je ne vais pas en parler ici. Bien, donc je reviens en arrière, donc je voulais vous dire simplement que donc les premières molécules vont se former typiquement 1 milliard d'années après le Big Bang, et puis les molécules vont s'agglomérer dans des nuages de molécules, des nuages de gaz, et quand les nuages de gaz sont denses, les réactions chimiques vont créer des molécules. Et puis, dans ces nuages de gaz, on observe aujourd'hui, de gaz moléculaire, on observe aujourd'hui que c'est là que se forment les étoiles. Donc, peu de temps après qu'on forme les premières molécules, on va former les étoiles, et peu de temps après qu'on forme les premières étoiles, on ne sait pas exactement combien, on va former les premières galaxies d'étoiles. Bien. Alors maintenant, comment grandissent les galaxies ? Alors vous voyez que la partie genèse des galaxies, on la comprend encore très mal parce qu'on n'a pas les observations nécessaires pour voir ces premières galaxies. D'accord ? On va les avoir avec un télescope, avec plusieurs télescopes, dont un qui va être le successeur du Hubble Space Telescope, qui va s'appeler JWST, pour James Webb Space Telescope. Donc, James Webb, c'était un ancien président de la NASA. Mais ça, c'est prévu pour, il me semble, 2013 au minimum. Alors, comment grandissent les galaxies ? C'est un peu ça, le sujet de cette conférence. Alors, il y a la méthode douce et il y a la méthode par à-coups. Donc, on va commencer par la méthode douce. Alors, la méthode douce, c'est l'idée, donc, c'est que les galaxies vont attirer de la matière de façon progressive. Alors, les Américains ont inventé un mot, je ne sais pas si c'est très français, qui est accrétion. Donc les galaxies vont accréter de la matière. C'est français, Daniel, accréter ? Bon, très bien, merci. Donc ils vont accréter de la matière. C'est latin, je pense. Hein. Et on peut même, en pensant à cette accrétion, qui se fait sous symétrie presque sphérique, on peut se dire, ben voilà, les elliptiques vont se former d'une façon et les spirales d'une autre. Par exemple, si la matière qui est en train de s'effondrer. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'effondre ? Parce que vous avez un univers en expansion, vous avez des régions un peu surdenses, donc il y a des régions où la gravitation va être importante, et donc cette expansion va ralentir et va finir par s'effondrer, alors qu'il y a d'autres régions où la gravité est moins importante, où l'expansion continue. Et donc ce qui compte, c'est la densité locale de matière moyenne. Et donc si la région est assez dense, elle va s'effondrer. Et pour qu'elle s'effondre, il faut qu'elle ait à peu près 5 fois la densité moyenne de l'univers. Bien. Donc, dans ces régions, alors maintenant, si ces régions ont un peu de rotation à l'intérieur, de spin, de moment angulaire ou de moment cinétique, comme vous avez appris à l'école, à ce moment-là, cette rotation, donc à ce moment-là, vous allez avoir ce qu'on appelle la conservation des moments angulaires, et donc vous allez avoir vous allez aussi avoir un phénomène qui est que cette matière qui s'effondre est riche en gaz. Le gaz, c'est une composante mineure finalement, parce que je ne vous ai absolument pas parlé de ça, mais c'est très très important, c'est que 85% de la matière de l'univers, c'est de la matière noire. C'est pas fait de protons, de neutrons, comme l'est fait le gaz, ou comme sont faits les balles de billard, ou les planètes, ou la Lune, etc.
C'est fait d'autre chose, on ne sait pas quoi, mais on essaye de le détecter. Mais on sait que cette matière est présente et qu'elle domine la masse. Mais la matière noire, on pense qu'elle est non collisionnelle. Ça veut dire que quand la matière noire, quand vous avez deux boules de matière noire qui se rentrent dedans, elles se traversent. C'est un peu comme si vous avez dans notre jargon à nous, si vous avez des amas d'étoiles sans gaz, ben les étoiles sont un peu comme des masses ponctuelles. Et elles vont interagir, mais elles vont pas. Il n'y aura que ça. Alors que si vous avez deux boules de gaz qui se rentrent dedans, il y a un choc qui se forme, les boules se compressent, elles chauffent, elles vont après rentrer en expansion, elles vont refroidir, elles vont rayonner. C'est une physique beaucoup plus complexe et c'est une physique qu'on appelle dissipative ou collisionnelle. Et alors, ce gaz, en s'effondrant, il va vouloir conserver ce qu'on appelle le moment cinétique ou le moment angulaire et donc il va se mettre à tourner plus vite. Parce que ce moment cinétique ou moment angulaire, c'est le produit de la taille par la vitesse de rotation. Donc quand il devient plus petit, il se met à tourner plus vite. Et alors il va se tourner plus vite et puis il va former un disque. Donc il va former une galaxie spirale. Alors que les objets qui auraient peut-être peu de moments angulaires au départ ne pourraient pas se mettre à tourner vite et formeraient des galaxies elliptiques. Alors c'est une vieille vision parce que maintenant on pense que tout a un peu de moments angulaires et dès qu'il y en a un peu, ce qu'on fait, c'est qu'on forme un petit disque et pas une galaxie elliptique. Donc on pense que cette vision n'est pas adéquate. Alors une deuxième vision très intéressante, c'est de dire que ce qui compte, on ne voit pas très bien là, mais bon, ce qui compte, c'est la densité, dans le sens suivant, c'est que ce n'est pas la densité de matière, parce que la densité de matière va nous dire quand ça tombe, mais si c'est la densité de gaz, parce que quand le gaz est dense, il refroidit extrêmement vite. Et s'il refroidit extrêmement vite, il peut former des nuages froids moléculaires dans lesquels se forment les étoiles. Et donc on va former des étoiles. C'est compliqué tout ça. Donc, en supposant que ces objets-là, le gaz se refroidit plus vite que les objets en bas, si les objets en haut se refroidissent plus vite, vous allez former des étoiles avant même de pouvoir vous effondrer. Puis après, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à une galaxie elliptique. Là, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous avez du gaz, que vous effondrez, vous allez former un disque. Et si la rotation est faible, comme je vous ai dit, à ce moment-là, vous allez former un petit disque, c'est tout. Donc ça, c'est une alternative intéressante. Sauf qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que dans certaines structures, il y aurait beaucoup plus de gaz par rapport à la matière noire que dans d'autres. Et ça, c'est difficile à comprendre. Donc je pense que ce n'est pas complètement adéquat comme théorie non plus. Alors après, donc, l'alternative, c'est de dire que la croissance se fait par à-coup. Alors par à-coup dit par fusion, par coalescence. Voilà, donc ceux qui font de la finance et qui font de la fusion et acquisition, ils vont se retrouver parfaitement dans ce genre d'analyse. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez les mêmes concepts. Par exemple, vous avez des amas de galaxies. Vous pouvez avoir une grosse galaxie au centre. Après, il y a une question qui est, est-ce que les petites galaxies, est-ce qu'elles vont tomber au centre et fusionner avec la galaxie centrale? C'est ce qu'on appelle la fusion après friction dynamique, et je vous en parlerai dans un instant. Ou est-ce qu'elles vont avoir des fusions avec d'autres petites galaxies, des fusions directes, avant que cela arrive, ou fusion donc des satellites de la grosse galaxie au centre. Alors qu'est-ce que c'est que la friction dynamique? C'est une sorte de freinage des gros objets qui naviguent dans une mer de petits objets. Une mer, pas une mer liquide, mais un ensemble de petits objets. Et quand ils se déplacent, donc dans leur référentiel à eux, ils voient les petits objets passer de devant à derrière, forcément, puisqu'ils ont une vitesse. D'accord ? Mais ces petits objets sentent leur grosse masse. Et donc, ceux qui sont à gauche vont être déviés vers la droite, et ceux qui sont à droite vont être déviés vers la gauche. Donc, quand la grosse masse se promène comme ça, les petites masses vont se retrouver, vont se focaliser derrière et vont freiner la grosse masse, puisqu'il y a plus d'objets derrière que devant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la friction dynamique. Et l'effet n'est pas négligeable dans beaucoup de cas. Et on pense que
pour vous donner la solution, on pense que les fusions se font surtout par friction dynamique sur l'objet central, plutôt que des fusions directes. Alors après, l'autre question qu'on peut se poser, alors ça peut se poser aussi chez les financiers, c'est est-ce que ce sont des fusions entre objets de masse comparable, hein, par exemple Alcatel-Lucent, ou est-ce que c'est une grosse qui mange un petit, hein, ce qu'on appelle le cannibalisme des galaxies. D'accord ? Et donc, ce sont des questions qu'on se pose et j'essaierai d'y répondre. Après, il faut savoir qu'il y a une autre conséquence des fusions, qui est la suivante, qui est que je vous ai dit que les poussières émettent un infrarouge lointain. Et on a découvert, on a lancé des télescopes dans l'espace qui, étant dans l'espace, peuvent voir pour la première fois l'infrarouge lointain, donc l'émission infrarouge lointaine des galaxies. Et on a observé que certaines des galaxies en infrarouge lointain ont des luminosités absolument incroyables. Alors, mon collègue Kirk Bourne, qui est à peu près de ma génération, donc je le connais depuis longtemps, il a eu la bonne idée de cibler ces objets ultralumineux infrarouges avec le télescope spatial de Hubble. Et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé que ces objets étaient des paires ou des groupes de galaxies. Et donc, la conséquence, c'est que on pense que quand les objets fusionnent, on a une flambée de formation d'étoiles. Pourquoi ? Parce que quand les objets fusionnent, le champ de gravitation varie très très vite et il y a des effets de marée, un peu comme la Lune crée des marées sur la Terre et déforme les océans. Là, les galaxies sont très déformées. D'ailleurs, vous le voyez sur cette photo. Vous voyez que les galaxies ne sont pas symétriques. Donc chacune déforme l'autre par sa gravitation. Et qu'est-ce que c'est que les marées ? C'est une gravitation relative par rapport, par exemple, au centre. Donc, par exemple, la Terre, vous avez la Terre qui est là, vous avez la Lune qui est là. Les océans qui sont côté Lune sont plus attirés par la Lune que ne l'est le centre de la Terre. Donc, par rapport au centre de la Terre, les océans vont monter en hauteur. Mais de l'autre côté, les océans vont être moins attirés par la Lune que ne l'est le centre de la Terre. Donc, par rapport au centre de la Terre, les océans vont monter dans l'autre sens. D'accord ? Donc, les marées, c'est pour ça que les marées se font 2 fois par jour et pas un seul. Les marées hautes. D'accord ? Donc, les marées au niveau des galaxies sont beaucoup plus complexes. Et ce qui se passe, c'est que quand les galaxies interagissent, donc les marées sont complexes, et les nuages moléculaires qui sont au centre, qui sont pas au centre, mais qui sont dans les disques des galaxies et qui essayent de former des étoiles, subissent les effets de marée qui les compriment et qui donc accélèrent la formation d'étoiles de façon brutale. Et on pense que si les conditions sont bonnes, on peut quasiment transformer tout le gaz en étoile durant une fusion. Alors maintenant, je vais vous montrer l'état de l'art en simulation de fusion. J'ai moi-même été très impressionné par cette simulation parce que c'est vraiment un pas au-dessus de ce que j'avais vu avant. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est la composante étoile et à droite la composante gaz, et on ne montre pas là la composante matière noire qui est dominante. Alors ce que vous voyez, c'est que le gaz, il fait des choses bizarres. Il y a des éjections qui se font. Et alors si j'ai bien compris l'article dans les 30 secondes où je l'ai lu, cette éjection, parce qu'on peut mettre différentes façons pour éjecter le gaz, donc là, elle se fait par des étoiles qui explosent, dites supernovae, de type 2. Bon. C'est des étoiles, ces étoiles qui avaient 50 masses solaires, qui vivaient 10 millions d'années. Celles-là, si elles font, toute étoile d'ailleurs, qui a plus de 8 masses solaires, elle termine sa vie par une explosion très brutale, très, très énergétique. Et au moment où elle atteint son maximum d'éclat, de luminosité, juste quelques jours après l'explosion, la lumière d'une étoile qui explose est presque aussi grande que la lumière de toute sa galaxie. Donc elle est presque aussi grande que 100 milliards de fois de la lumière qu'elle avait au départ. Peut-être pas 100 milliards parce qu'elle avait déjà beaucoup de luminosité au départ, mais bref, c'est quand même très impressionnant. Et donc je vais vous remontrer ça parce que j'aime bien. Voilà. Et donc, quand ces étoiles explosent, c'est du gaz qui sort de ces étoiles. Et donc, elles vont pousser le gaz autour. Et donc, elles vont créer des flots de gaz qui sortent des galaxies. Alors, au niveau de la distribution des étoiles, on le voit moins. Les étoiles sont beaucoup moins affectées
que le gaz. Vous voyez aussi qu'il y a des ponts de matière de gaz, et il y a un peu de ponts de matière d'étoiles, mais on le voit beaucoup moins. Voilà, donc c'est une jolie simulation par une équipe américaine. J'oublie où ils sont. Voilà. Bon, je vais passer à la suite. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a des processus physiques qui empêchent les galaxies de grandir. Et on s'en est rendu compte dans les années 70, au départ, parce qu'on s'est rendu compte que si on laissait les galaxies grandir sans freinage, on devrait en observer des galaxies plus lumineuses que ce qu'on observe. Alors, qu'est-ce qui empêche les galaxies de grandir? Alors, il y a deux phénomènes. Il y a d'abord des phénomènes qui empêchent les petites galaxies de se former. Et d'autre part, il y a des phénomènes qui empêchent les grosses galaxies de trop grandir. Donc les phénomènes qui empêchent les petites galaxies de se former, c'est un peu les supernovae dont je vous ai parlé, puisque si vous avez une petite galaxie, et si elle est très riche en gaz, par exemple, et si vous avez une étoile qui explose en supernovae, ou une certaine étoile qui explose en supernovae, l'énergie que va apporter la supernovae, elle ne va pas dépendre du type de galaxie, elle sera la même pour toutes les étoiles supernovae. Mais l'énergie qui garde le gaz de la galaxie dans la galaxie dépend de la taille de la galaxie. Plus la galaxie est grosse, plus le gaz va être retenu. Et plus la galaxie est petite, moins la galaxie est grosse, plus facile ça sera pour que le gaz s'échappe de la galaxie. Donc, donc quand il y aura des supernovae qui vont exploser, ils vont entraîner le gaz avec eux, et ils vont donc retarder la formation, la croissance de la galaxie, parce qu'ils vont retarder la conversion de ce gaz en étoile dans cette galaxie, puisqu'il n'y aura plus de gaz. Donc ça, c'est les supernovae. Mais il y a quelque chose qui est pire que les supernovae pour empêcher les petites galaxies de se former. Et c'est la chose suivante. C'est que si la matière entre les galaxies est chaude, à ce moment-là, elle n'arrive pas à s'effondrer pour former les galaxies au moment où la matière noire s'effondre, à partir de l'expansion de Hubble initiale. Et pourquoi elle n'arrive pas? Alors, il faut parler. Alors, dans notre jargon, on parle de l'entropie. Bon, vous avez peut-être entendu que l'entropie ne peut pas diminuer. Donc là, s'il s'effondrait, l'entropie irait en diminuant, ce qui est contre nature. Ça violerait la seconde loi de la thermodynamique. Mais bon, plus simplement, on peut dire que si ce gaz est trop chaud, les particules bougent trop vite, ils n'arrivent pas à se ralentir et s'effondrer sur le puits de potentiel de matière noire. Et on pense que ça, c'est une limite très importante à la formation des galaxies. Et il semble que les galaxies les moins massives, je vous ai dit qu'il y a des galaxies qui pèsent 1000, qui ont un éclat de 1000 luminosités solaires, mais qu'elles fassent 1000 luminosités solaires ou 1 million de luminosités solaires, elles ont toutes la même masse. Et cette masse correspond à une température qui est de l'ordre de ce qu'on pense être la température critique du gaz intergalactique. Bien. Alors maintenant, au niveau des grosses galaxies, alors une chose qui peut empêcher les galaxies de grandir, c'est ces jets extragalactiques qui proviennent des trous noirs au centre des galaxies. Donc là, Messier 87, c'est la galaxie elliptique géante, ou très géante, la plus proche de nous. Elle est dans l'amas de galaxies la plus proche de nous, qui est l'amas de Virgo, l'amas de la Vierge. Et Messier 87, donc, on pense qu'elle a un trou noir on a pesé à peu près 3 milliards de masses solaires. Et on pense qu'il n'y a qu'un trou noir qui puisse focaliser de la matière, et en plus on sait que cette matière, c'est des particules très chargées qui se déplacent quasiment à la vitesse de la lumière. Et quand on observe certains objets comme ça, quand on prend des clichés à différents moments, on a l'impression que le jet se déplace plus rapidement que la vitesse de la lumière. Et au fait, c'est une illusion d'optique, mais ça implique que le jet est presque aussi rapide que la vitesse de la lumière. Et pour que ça soit presque aussi rapide, 300 000 km/s, c'est quand même beaucoup, la seule façon qu'on puisse faire ça, c'est un trou noir. Bien. Alors ces jets sont très collimatés au départ, ils sont comme une aiguille, donc ce jet-là ne va pas chauffer la matière qui est ici. Mais après, elles s'élargissent.
Et il y a quand même tellement d'énergie. Donc là, cette partie-là, ici, là, va être chauffée de façon efficace. Et en chauffant cette région-là, le gaz qui est là, qui a envie de tomber sur la galaxie pour apporter de la matière, il est chauffé. Et en chauffant, il rentre en expansion et ça retarde sa chute vers la galaxie. Donc ça l'empêche de grandir. Et il y a un autre phénomène extrêmement important qui a été découvert très tard par deux personnes, par Avishai Dekel et par James Binet, donc deux collaborateurs à moi, donc j'ai eu la chance de travailler avec eux. C'est la chose suivante, c'est que si vous avez une petite galaxie, il y a de la matière qui tombe, bon, le gaz, il va tomber jusqu'au centre, il va tomber sur le disque, et puis quand il arrive sur le disque, bon, le gaz va arriver de différents endroits. Généralement, le gaz arrive, la moitié du gaz arrive sous forme filamentaire. Et après, donc, il va subir une onde de choc parce qu'il ne peut pas continuer, et donc il y aura une discontinuité dans la densité, dans la température, il va chauffer, mais il va refroidir assez rapidement parce qu'il est sur place déjà dans le disque. Par contre, quand vous avez des filaments qui essaient de tomber, ou même du gaz en symétrie sphérique, qui essaie de tomber sur une galaxie plus massive, à ce moment-là, il tombe beaucoup plus rapidement, parce qu'il est entraîné il est attiré il sent le potentiel gravitationnel de la galaxie plus massive. Et à ce moment-là, il va se former une onde de choc, non pas sur le disque, mais beaucoup plus loin, au rayon à peu près où il y a l'équilibre dynamique de la galaxie, qui est 100 fois plus loin. Et donc ce gaz, il s'arrête donc très tôt, il est chauffé, et après, il va refroidir, il va finir par tomber, mais il est ralenti énormément par rapport au cas précédent. Donc, ce qui se passe, c'est que cette onde de choc va ralentir la croissance des grosses galaxies. Bien. Alors après, on peut aussi poser une question. Bon, j'ai parlé de croissance, est-ce qu'on peut parler de décroissance? Est-ce que les galaxies peuvent devenir plus petites? Et donc, la réponse est oui. Il y a des galaxies qui subissent les effets de marée de leurs compagnons. Et par exemple, je vous avais montré cette galaxie elliptique compacte dont j'avais fait partie de la découverte. Ces galaxies-là, ces elliptiques compactes sont quasiment toujours près de galaxies géantes. Et on pense que leur compacité est due à la présence de la galaxie géante autour, aux effets de marée, qui ont un peu arraché les océans, si vous voulez, de la galaxie. Sauf que la galaxie n'a pas d'océan. Donc elle a arraché les couches extérieures, c'est-à-dire les étoiles. Elle a arraché 95% des étoiles, ou 99% des étoiles, des couches extérieures de la galaxie. Il ne reste que les étoiles près du centre qui ont résisté aux effets de marée. Voilà. Bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour répondre aux questions? Parce que quand même, c'est intéressant de savoir quelle est notre démarche. Alors, la façon reine de répondre aux questions en astronomie, c'est par l'observation. Et en plus, on a beaucoup de chance, c'est que quand on observe, on voit des choses très belles. Bien. Alors, les observations, c'est compliqué parce qu'il faut traiter les données. Et puis après, on peut... Ça, c'est quand on a un seul objet. Bon, après, ça va, on a traité les données. Mais parfois, on ne fait pas un seul objet, on fait des très grands relevés. C'est très à la mode en ce moment. C'est l'industrialisation de l'astronomie. Et à ce moment-là, on a des grands catalogues. Et donc, il y a beaucoup de gens qui étudient les grands catalogues. C'est comme ça que moi j'avais trouvé l'analyse. C'est comme ça que moi j'avais trouvé la galaxie compacte, elliptique compacte. On peut aussi travailler par le raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, qui rien que par le raisonnement arrivent à se dire, finalement, ça doit être comme ci ou comme ça. Mais bon, généralement, ça ne marche pas parce que les phénomènes sont très compliqués. Mais par le raisonnement, on peut soit par le raisonnement, soit par des calculs au dos d'une enveloppe, se dire, le temps à laquelle le gaz va refroidir doit être plus court que le temps dynamique, par exemple, le temps de chute. Donc, il va se passer ceci ou cela. On peut raisonner sur une enveloppe, on peut faire énormément de choses au dos d'une enveloppe. On peut aussi, à ce moment-là, on peut trouver que tel phénomène sera d'autant plus efficace que la masse des objets seront plus grands ou plus petits, à la puissance temps, etc. C'est très puissant. Mais ça ne suffit pas, mais c'est bien comme une première approche. Après, on peut faire des calculs plus détaillés, de nouveau sur le papier. Moi, je viens de signer un article à 100 équations. Ça m'a fait beaucoup de travail. C'est un algorithme pour calculer les masses, pour déterminer la distribution de masse de la matière noire dans les systèmes sphériques, comme les galaxies, comme semblent l'être les galaxies elliptiques, les amas de galaxies.
Mais généralement, ça ne suffit pas, et donc il faut faire des calculs sur ordinateur. Et donc là, parce que on peut commencer analytiquement sur papier, et puis après, on est coincé à un bout d'un moment, et donc, même si c'est nécessaire, et donc on termine le calcul numériquement. Bon. Mais maintenant, ce qui est à la mode, c'est les simulations. Et dans les systèmes très complexes, comme vous avez vu la simulation de la collision des deux galaxies, ce genre de choses-là, c'est quand même pas évident de le faire par raisonnement ou même par calcul au dos d'une enveloppe. C'est quand même très complexe. Donc on est obligé de recourir aux simulations. Alors, en ce qui concerne la formation des galaxies, on a plusieurs types de simulations. D'abord, on peut simuler deux ou plusieurs galaxies ensemble, ou on peut simuler des gros morceaux d'univers. Donc maintenant, je vais vous parler des gros morceaux d'univers. Donc on simule des gros morceaux d'univers à partir des conditions, pas à partir d'instant zéro, parce que ça prend trop de temps de calcul et ça ne sert à rien, mais à partir d'un moment où l'univers est encore très homogène, mais pas complètement. Et les écarts par rapport à l'homogénéité, on le calcule de façon analytique, sur papier, et puis à la fin peut-être un peu sur ordinateur. Et puis après, on lance ça comme condition initiale, et après, on laisse évoluer. Et qui sont les agents? Alors, si on fait de la matière noire seule, il n'y a qu'une seule force à considérer, la gravitation. Donc là, c'est la force de Newton, avec corrigée pour l'expansion de l'univers. Alors bon, c'est compliqué, parce que, imaginez si vous avez 1000 particules, vous voulez calculer, chacune va être accélérée par les 999 autres. Donc il faut calculer 999 séparations, parce que la force de Newton va comme 1 sur la distance au carré. Et c'est la masse de l'une fois la masse de l'autre, enfin c'est la masse de l'autre fois divisée par la distance au carré, l'accélération. Et après, il faut répéter ça pour les 999 autres particules. Donc quand vous calculez, il faut calculer de l'ordre de n fois n carré, nombre de séparations. Alors quand c'est 1000, ça fait 1 million de séparations, ça va encore, on a les ordinateurs rapides aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on arrive à faire des simulations à 10 milliards de particules. 10 milliards, 10 puissance 10. Et on ne calcule pas les 10 puissance 20 séparations. On ne saurait pas le faire. On a des méthodes astucieuses pour moyenner les particules qui sont lointaines. D'accord ? Bien, simulation en matière noire seule, je vais vous en montrer. Après, il y a une autre catégorie de simulation qui s'appuie sur les simulations de matière noire et qui disent on va peindre des galaxies par-dessus. On va peindre des galaxies par-dessus avec des recettes de formation de galaxies, un peu ce dont je vous ai parlé, et avec la recette que, si la matière noire s'effondre, combien de gaz s'effondre avec? Ce gaz-là, à quelle efficacité il va former des étoiles? Combien est-ce que cette formation d'étoiles va être ralentie par les supernovae, par le trou noir supermassif au centre qui lance son jet, etc., etc. Et après, on peut suivre l'histoire de chaque objet. Et c'est très complexe, mais je vais vous montrer, c'est très rigolo. Après, l'état de l'art, ce serait de faire des simulations plus réalistes encore, et au lieu d'ajouter les galaxies en les peignant un peu avec des recettes physiques, on va carrément faire une simulation tridimensionnelle où il y a une composante matière noire, une composante gaz. Le gaz, il suit sa physique dissipative, il choque, il chauffe, etc. Et la matière noire, elle va suivre sa physique non dissipative. Alors le problème, c'est que la partie gaz est très chère à mettre en place au niveau temps de calcul. Donc on a été très ralenti par cela, mais je vais vous montrer qu'il y a des simulations qui vont très loin aujourd'hui. Donc la première simulation que je vous montre là, c'est une simulation de l'univers en expansion avec donc des distributions de matière. Alors il y a des régions denses, et là il y a des vides où il y a peu de matière. Et donc après, vous voyez, donc là, les plus gros objets là correspondent à peu près à des amas de galaxies, et donc les plus petits points là sont peut-être des galaxies un peu comme la Voie lactée. Alors c'est très beau à voir. Et vous voyez que c'est très complexe. C'est très très complexe. Et après, on se dit, c'est fou qu'il y ait des gens qui ont essayé de faire des calculs au dos d'une enveloppe pour comprendre ça. Moi-même ayant fait. Alors, attendez, je vais vous le montrer encore parce que comment répondre aux questions? Voilà. Donc regardez le début, c'est presque homogène au début. Et puis là, ça y est, on avance vers l'inhomogénéité. Alors le A, là, c'est un peu la fraction de taille de l'univers par rapport à la taille d'aujourd'hui. Donc voilà, donc on a vu l'instabilité gravitationnelle, on voit les structures qui se forment,
on voit la matière qui chute dedans, donc l'expansion qui s'arrête, et on voit des objets qui passent. Alors on a vu un objet qui passe de droite à gauche très rapidement. Et voilà, donc c'est la formation d'un amas de galaxies. Donc là, il y a 2 grosses galaxies là, à la fin, au centre de cet amas. Et après, cette autre simulation, c'est la simulation à 10 milliards de particules, matière noire seulement. Alors celle-là, je vous montre, ce n'est pas une simulation, là, c'est simplement le temps présent, et on se promène dans la simulation. D'ailleurs, dans l'autre aussi, on se promène dedans. Et c'est quand même remarquable, donc là, avec les 10 milliards de particules, la richesse de l'environnement. Donc ce que vous voyez, c'est que vous voyez donc des nœuds, et vous voyez, peut-être que vous pouvez imaginer des sortes de filaments qui rejoignent les nœuds, par exemple là. Et donc là, il y a la plus grosse structure de la simulation, je pense, qui est là. Alors, la couleur représente un peu la densité de points, donc vert, c'est un peu plus dense. Donc c'est très impressionnant. Et là, maintenant, je vous montre une simulation semi-analytique. Donc, quand c'est semi-analytique, donc on dit, ben voilà, les galaxies, c'est des disques, et avec des bulbes, et puis les bulbes grossissent à chaque fois qu'il y a des fusions. Alors, on ne montre jamais ce genre de simulation. Je l'ai découverte hier en préparant ma présentation. On fait tout comme, mais on ne montre pas la simulation. Et donc là, c'est la première fois que je vois. Donc, ils ont aligné tous les disques ensemble pour que ce soit un peu plus visible. Et à côté, là, il y a la matière noire. Donc là, il y a les galaxies, les matières noires. Donc je vais vous montrer ça une deuxième fois pour que vous voyez. Voilà. Donc d'abord, ça, c'est conditions à un certain temps. Et puis après, alors la matière noire est à droite. Et puis après, il va lâcher. Voilà, il lâche la chose. Et donc, on voit les structures qui se forment et puis les galaxies qui évoluent. Et après, on peut mettre aussi, donc, ils ont mis les couleurs aux galaxies, de rouge au bleu. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir, mais les bulbes sont plus jaunes, donc plus rouges, que les disques. Mais ce disque-là, il est quand même, la couleur du disque est presque la même que la couleur du bulbe, et ça, à mon avis, c'est pas réaliste. Donc, ils ont quelque chose qui manque dans leur simulation. Okay. Bien. Alors après, je vais vous parler d'un modèle semi-analytique, comme un peu celui-là que vous avez vu, au niveau de qu'est-ce qu'on peut prédire. Donc ça, c'est un modèle sur lequel je travaille avec un collègue qui s'appelle Andrea Cattaneo, qui est à Potsdam, à Berlin. Et alors, dans ce modèle, considérez les contours. D'abord, oubliez les lignes rouges. Donc, vous avez le temps qui va de droite à gauche, parce que nous, on utilise des unités qui vont à l'inverse du temps, si vous voulez. Et puis, on a la masse des halos de matière noire autour des galaxies. Et au fait, donc, on a fait un modèle le plus simple possible semi-analytique. Je dis ça parce que les modèles semi-analytiques, ils ont typiquement 30 paramètres. Nous, on a fait un modèle à 4 paramètres. Donc, on pense qu'on est très, très simple. Et donc, on va manquer un peu de physique, mais je pense qu'on va voir énormément de ce qui est d'important. Et donc, dans notre modèle simple, donc, on a l'accrétion dont je vous ai parlé. On a une formule de l'accrétion et on sait comment calculer la masse en étoiles formée dans un halo de masse donnée à un temps donné, malgré le ralentissement des supernovas, du gaz intergalactique trop chaud et de l'onde de choc. Et donc, globalement, quand on monte trop haute masse, ce qu'on montre là, c'est l'efficacité de formation d'étoiles par accrétion, et donc elle diminue parce que l'onde de choc devient important, et donc l'effet de l'onde de choc est important, et donc ralentit la croissance des galaxies. De l'autre côté, aux petites masses, on a du mal à obtenir une formation d'étoiles efficace, parce qu'on a le gaz intergalactique trop chaud qui l'empêche, et un peu les supernovae aussi. D'accord ? Et donc ça fait, les effets sont un peu comme ça en masse. Là, elles sont à peu près constantes en masse, et là, elles sont croissantes en masse avec le temps. Et puis, on a montré aussi, mais je ne vais pas vous en parler là, la croissance de caractéristiques de structures qui se terminent à des facteurs 10 de masse. Bon. Donc, par exemple, cette structure-là, elle est très inefficace pour former des étoiles, puis après, elle est efficace, et aujourd'hui, elle est moins efficace. Donc, elle ne devrait pas avoir d'étoiles jeunes, celle-là. Voilà. Celle-là, encore moins, parce que celle-là, elle est efficace, et puis, elle n'est plus efficace au bout d'un certain temps. D'ailleurs, les objets les plus massifs, les halos les plus massifs arrêtent de former des étoiles assez tôt, et en effet, on a vu que dans les amas, dans les régions denses, les objets sont rouges, et donc c'est des populations vieilles. Je vous avais dit que les étoiles bleues, c'est les jeunes. Bien. Alors, on peut tester le modèle, et donc
le modèle standard, c'est la courbe noire, et les points, c'est les observations. Alors, ça ne marche pas trop mal. Donc, ça, c'est la distribution des masses des galaxies en étoiles. Et là, vous remarquez qu'il y a plus de galaxies de masse petite que de grosses galaxies. Donc, dans la nature, c'est toujours comme ça. Il y a toujours plus de petits que de gros. Enfin, pas toujours, parce que si vous regardez la distribution des tailles des humains, c'est une courbe en cloche. Mais quand vous regardez dans la nature les tailles des astéroïdes, les tailles des galaxies, les tailles des étoiles, c'est toujours comme ça. C'est toujours, il y en a plus de gros que de, il y en a toujours plus de petits que de gros. Et l'autre chose qu'on a regardé, c'est, et là, je vous le montre, je ne devrais pas vous le montrer parce que ça ne marche pas très bien. L'ajustement n'est pas très bon. Les observations sont les symboles et notre modèle est là. Mais il ne marche pas bien parce que on n'a pas mis, exprès, on n'a pas mis les flambées de formation d'étoiles lors des fusions dans notre modèle. Alors, ce sont ces flambées qui ont lieu ici et qui vont monter notre prédiction, là, si on l'avait mis. Bien. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est cette figure-là que j'adore. C'est la masse des galaxies. Alors, c'est des logs, ça veut dire que chaque chiffre, de nouveau, c'est multiplié par 10, hein, là aussi. Et donc, c'est la masse des galaxies en étoiles, en unité du Soleil. Et là, la masse des halos de matière noire. Ça veut dire la masse totale des halos de matière noire plus les étoiles, plus le gaz. D'accord ? Donc, ça vous donne la masse de l'environnement, si vous voulez. Donc, on peut observer beaucoup de choses dans ce genre de diagramme. D'abord, la Voie lactée se trouverait à peu près ici. Elle est à peu près à mi-chemin. C'est une assez grosse galaxie spirale, la Voie lactée. Il n'y en a pas beaucoup de galaxies spirales qui soient plus massives que la Voie lactée. Bien. Ce qu'on aperçoit, enfin, on aperçoit deux choses, c'est que les galaxies sont réparties en deux zones. Les masses hautes de galaxies et les masses basses de galaxies à masse d'environnement donné. Et donc ça, c'est les galaxies centrales de halo, et ça, c'est les galaxies satellites, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc par exemple, notre Voie lactée, nous avons deux petites galaxies satellites qui tournent autour, qui s'appellent les nuages de Magellan, et puis on en a encore d'autres petites qui sont les naines sphéroïdales. Donc celles-là, les nuages de Magellan seraient par exemple ici et là, et puis les naines sphéroïdales seraient peut-être là. Alors que si on était dans un amas de galaxies, ben la galaxie géante au centre serait là, et puis la Voie lactée, si elle avait la même masse, elle serait là. Voilà. Bon. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a codé en couleur la fraction de la masse finale qui a été acquise par des fusions. Puisqu'on suit les fusions, on a basé notre modèle semi-analytique sur un modèle à très haute résolution de l'évolution de matière noire. Et donc on suit les structures et les sous-structures des structures et les sous-sous-structures et à 5-6 niveaux comme ça. Et alors donc, ce qui est rouge, donc ce qui est complètement rouge, c'est que 100% de la masse a été acquise par fusion, et ce qui est bleu, c'est 0% a été acquise par fusion, etc., etc. Donc ce qu'on voit, c'est que les couleurs orange et rouge sont limitées aux masses très grandes, plus quelques exceptions très rares parmi les satellites. Donc déjà, seules les grosses galaxies croissent par fusion. Donc ça, je ne savais pas avant. Quelle heure il est ? 1 heure. Je vais terminer bientôt. D'accord ? Deuxièmement, donc ça c'est une autre illustration de ça, seules les grosses galaxies croissent par fusion. On peut regarder aussi si ces fusions sont majeures ou mineures. On peut regarder donc si c'est des masses comparables ou des masses très différentes. Et donc ce qu'on voit, c'est que non seulement qu'elles sont acquises par fusion, mais c'est plutôt des fusions majeures. Et donc les autres galaxies plus petites, elles croissent comment ? Elles croissent par accrétion douce. Et donc là, je voulais montrer. Alors, qui grandit les plus vite ? Alors ça, c'est pas seulement nous. D'ailleurs, c'est pas moi du tout. Là, ça c'est Cattaneo l'année précédente et un autre article de Van den Bosch. On peut regarder aussi le phénomène suivant. Alors, c'est très intéressant. Alors, vous pouvez regarder quelle est l'époque. À quel moment de l'âge de l'univers est-ce que les objets ont acquis la moitié de leur masse ? Donc, pour les halos de matière noire, les gros halos, qui sont les amas de galaxies aujourd'hui, ils acquièrent leur masse très récemment. Alors que les petits halos l'ont acquis plus tôt. Donc, c'est pour ça que cette courbe-là croît. Donc, ça, c'est la masse des halos dans ce cas-là. Et là, c'est le temps, depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, auquel elles acquièrent la moitié de leur masse. Les galaxies, on peut regarder aussi comment les étoiles s'assemblent dans les galaxies. Alors, ça va dans le même sens, ça monte, c'est la vision croissante des galaxies. Donc, les galaxies les plus massives, alors les masses s'arrêtent à peu près à 1 1000 milliards de masses solaires. Notre Voie lactée, elle serait en étoile, elle serait à peu près là.
Et donc, de nouveau, on obtient cette croissance. Donc, les étoiles s'agglomèrent plus récemment pour les objets massifs. Mais par contre, je vous ai dit que les galaxies massives sont les elliptiques géantes qui sont rouges et qui ont des populations vieilles. Donc, les étoiles se sont formées plus tôt. Et ça, on arrive à le reproduire dans les simulations. Donc, on voit que les étoiles des objets massifs se sont formées tôt et les étoiles des objets peu massifs se sont formées plus tard. Donc, c'est la décroissance, si vous voulez. Enfin, c'est le downsizing, comme on dit en anglais. Et ça a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de théoriciens pour comprendre comment ça se fait que, si les galaxies elliptiques sont formées par des fusions de galaxies spirales, comment ça se fait que les galaxies elliptiques paraissent plus vieilles puisque leurs populations stellaires sont plus vieilles. Et la réponse, c'est que l'évolution des âges des étoiles ne va pas du tout en pair avec l'agglomération de la masse, elle va dans le sens inverse. Donc ça, c'est quelque chose qui était un peu surprenant. Donc maintenant, on sait faire des simulations hydrodynamiques, et donc je voulais vous illustrer cette simulation faite à l'IAP par un chercheur de l'IAP, Christophe Pichon, et un chercheur du CEA, Saclay et Tessier, sur une machine à Barcelone, où ils simulent une composante matière noire. Donc ça, c'est la vision aujourd'hui, et c'est zoomé là. Donc il y a différents facteurs de zoom. Donc la matière noire, le gaz, la température du gaz, les métaux, donc on fait l'évolution chimique, et les étoiles qu'on forme. Alors cette simulation a été la plus grosse simulation au monde avec du gaz, la simulation cosmologique au monde. Elle avait 1 milliard de particules de gaz, je crois. Et elle était tellement lente que ça a tourné pendant 6 mois ou 9 mois, et ils l'ont arrêtée à un moment où l'univers n'avait que 40% de sa taille aujourd'hui, parce qu'il ne pouvait pas continuer jusqu'à aujourd'hui, ça aurait pris trop de temps. Bref, conclusion. Donc la distribution des tailles, je vous ai dit qu'il y a beaucoup plus de petits objets, de petites galaxies que de grosses galaxies. Les âges des étoiles, il y a 2 classes. Donc les galaxies spirales sont bleues, on a des populations jeunes. Les elliptiques sont plus massives aux étoiles vieilles, mais c'est des elliptiques qui ont aggloméré leur masse plus tardivement. La Voie lactée est une des plus grosses galaxies spirales. Les galaxies, donc les plus grandes, la masse est acquise par fusion majeure. Et alors, quelques questions en suspens. Donc, la croissance des trous noirs, je vous ai dit qu'il y a des problèmes. Après, on aimerait bien, si on veut former les galaxies, il faut former des étoiles, puisque par définition, une galaxie, ça a des étoiles. Or, la physique plus microscopique de la formation des étoiles dans les nuages de gaz est très mal comprise. Elle est très mal comprise parce qu'il y a des effets de champs magnétiques, et les champs magnétiques sont très difficiles à modéliser. Et puis, il y a les effets de la turbulence, ça veut dire des mouvements un peu continus, des flots d'ensemble dans le nuage. Et donc, on a beaucoup de mal à simuler ça. Il faut faire des simulations sur une très, très grande gamme de tailles. Alors, on commence à le faire, mais avec les champs magnétiques, c'est difficile. Et puis après, il faut faire des simulations plus réalistes de ce que j'appelle les empêcheurs de croissance. Donc, comment est-ce que les explosions de supernovae se propagent dans à la fois un gaz qui est très morcelé, d'une part, et d'autre part, dans un champ de gravitation qui, quand on s'éloigne du disque, diminue. Donc ça, c'est encore... là aussi, les simulations souffrent, mais on fait des progrès rapides. Et comment est-ce que les jets des trous noirs aussi se répandent et arrivent à chauffer la matière environnante? Et comment est-ce que le gaz trop chaud intergalactique, quels sont les détails de la formation des très petites galaxies? Bon, donc les perspectives, donc je vous ai parlé de JWST, je vous ai parlé de Planck. Herschel HSO, c'est un autre télescope qui va regarder dans l'infrarouge lointain. Gaia, qui va cartographier notre Voie lactée, non seulement les positions des étoiles, mais aussi leur vitesse, non seulement le long de la ligne de visée, comme on fait d'habitude, mais aussi les vitesses tangentielles. Bon, ça, ce sont plusieurs visions de la Voie lactée, dans différentes longueurs d'onde. Alors, vous n'arrivez pas à lire, mais le visible est là, c'est celui-là. Donc, vous voyez la poussière de la Voie lactée. Le proche infrarouge où les poussières sont transparentes, c'est là. L'infrarouge lointain où les poussières émettent, c'est là. Alors justement, donc on est un peu faible en infrarouge lointain, donc on va ouvrir cette fenêtre encore mieux avec Herschel, par exemple, et puis le submillimétrique, qui n'est même pas sur cette figure, qu'on est en train d'ouvrir avec Planck. Bien, alors après, dernier transparent, comment est-ce que vous pouvez participer? Alors, vous pouvez participer passivement en allant sur Google Sky. Alors, je vais vous faire une démonstration, si j'y arrive. Donc, je vais sur Google Earth. On va attendre que ça s'ouvre.
Bon, il n'est pas content. On va voir ce que ça donne avec la vidéo. Il n'est pas content. Hein. Et alors là, vous cliquez sur Planet Sky. Et donc là, vous pouvez rentrer votre objet favori. Par exemple, Messieurs 59. Ou peut-être la Whirlpool. La Whirlpool, elle est sympa. Est-ce qu'il va y aller? Voilà. Il faut s'accrocher, hein, on va vite. D'accord? Donc la Whirlpool, malheureusement, je suis mal centré. Est-ce que vous êtes plus centré que moi? Non. Donc voilà, on voit la Whirlpool, voilà, on peut zoomer. Voilà, bon, formidable. Bon, figurez-vous que moi-même, je m'en sers pour mon travail parfois, parce qu'il me dit quel objet est lequel pour les objets proches. Donc Google Sky est remercié dans un de mes articles. Alors l'autre chose que je voulais vous montrer, donc je retourne à... C'est le Galaxy Zoo. Alors le Galaxy Zoo, c'est un projet de classification des galaxies, de 1 million de galaxies du Sloan Digital Sky Survey. Donc je clique sur le lien. Donc, alors il faut se loguer. Ah d'accord, donc là je ne suis pas register, contact, login, voilà, je me log. Mais vous pouvez vous inscrire, n'importe qui peut s'inscrire. Donc je me log, j'ai ma main, je mets mon mot de passe. Voilà. J'attends quelques secondes, voilà, et donc maintenant je peux classifier. Donc Classify Galaxies. Voilà, alors il me montre une galaxie, alors on voit mal là. Hein. Elle est dure celle-là. Donc est-ce qu'elle est plutôt smooth celle-là? Oui, c'est pas une spirale, donc elle est smooth. Voilà. Est-ce qu'elle est completely round? Oh là. Ou est-ce qu'elle est in between? Elle est pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas pour moi, c'est pour eux. Hein? Donc on va dire completely round. Elle est quand même bien ronde. Hein? Is there anything odd? Non, il n'y a rien de bizarre. Bon, et puis après il m'en passe une autre, etc., etc. Donc là, je vais faire logout. Voilà. Donc, c'est très sympa. Alors, figurez-vous que le Galaxy Zoo, donc, ils ont fait une première classification rapide de 1 million de galaxies, et ils ont eu 70 volontaires par galaxie. Et c'est remarquable. Et donc là, ils sont en train de faire une classification plus fine. Bien. Je vais arrêter là. J'ai dépassé mon temps, et je vous remercie. 1h15. Je présume qu'il y a des questions, pas seulement là-dessus, mais peut-être sur la conférence. J'ai vu que vous aviez des galaxies avec 1000 étoiles seulement. Combien de galaxies de ce type avez-vous? Alors, ce sont des équipes anglo-américaines qui ont découvert ça, avec des Russes aussi. Et ils en ont une centaine, peut-être. Ils ont découvert ça avec le Sloan Digital Sky Survey. En étant très astucieux avec les couleurs, ils arrivent à voir les étoiles individuelles et ils arrivent à utiliser les couleurs des étoiles en fonction de la luminosité. C'est un peu la première figure que je vous ai montrée, le diagramme HR avec la séquence principale. Ils arrivent à ce moment-là à dire celles-là, elles ne sont pas en avant-plan dans notre Voie lactée, mais elles sont toutes à la même distance. Et maintenant, ils sont en train de mesurer. Et ils ont mesuré pour ces objets à 1000 luminosités solaires. Ils ont trouvé la dizaine des étoiles les plus lumineuses. Ils ont mesuré leur vitesse et ils ont vu que par rapport à l'expansion de Hubble, ils allaient tous à peu près à la même vitesse, donc ils étaient en effet probablement tous ensemble. Et après, donc, les analyses dynamiques ont été faites pour mesurer, pour peser ces objets et en donner des résultats cohérents. Simplement, ils ont donné cette limite qui est que tous les objets qui fassent 1000 luminosités solaires ou 1 million de luminosités solaires, ils ont toutes la même masse. Et ça, c'est remarquable. Vous avez parlé de la naissance des galaxies, mais qu'est-ce qui est né d'abord, les étoiles ou les galaxies? Est-ce qu'on le sait? On ne le sait pas. Est-ce qu'on peut imaginer des galaxies sans étoiles? Et qu'est-ce que ça serait? Alors, on peut imaginer des nuages de gaz. On peut imaginer des nuages de gaz, des nuages d'hydrogène qui flottent dans l'univers, qui pèsent plusieurs millions de masses solaires, voire plus. À ma connaissance, les cas qui ont été... Il y a eu dans les années 80 quelques cas qui avaient été trouvés, mais j'ai cru comprendre que ces cas n'ont pas été confirmés. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Il peut y avoir aussi des agglomérats de matière noire. Alors ça, on n'en sait rien, puisque c'est très difficile à détecter.
On le saura avec Gaïa, j'ai envie de proposer une thèse là-dessus, j'en ai proposé une l'année dernière, qui serait est-ce que s'il y a des clumps de matière noire, des morceaux de matière noire qui tombent sur la Voie lactée, est-ce en mesurant les vitesses, les 3 composantes des vitesses des étoiles, et on va en faire pour 10 millions d'étoiles, on va le faire assez précisément, est-ce qu'on va pouvoir voir les signes, non seulement de ce morceau de matière noire qui est dans la Voie lactée, mais en plus du fait qu'il tombe. Et ça serait intéressant. Attends, je voudrais juste peut-être préciser quelque chose, poser une question pour préciser une notion. Tu as dit tout à l'heure que les fluctuations initiales sont de 1/100 millième d'écart, les écarts de densité d'un point à l'autre, c'est 1/100 millième. Et après, tu as ajouté, oui, mais pour qu'une structure commence à se condenser, il faut une densité, un excès de densité d'un facteur 5 par rapport à ce qui est à côté. Absolument. Donc on passe de 10-5 à 5. Oui, comment est-ce qu'on le fait? Comment ça se passe? Ça se passe, c'est ce qu'on appelle l'instabilité gravitationnelle. Donc ce qui se passe, c'est que là, vous êtes 1/100 millième au-dessus de la moyenne, vous attirez les autres. Alors au début, c'est très lent, mais ça finit, la matière a tendance à aller vers les régions denses. Et la matière qui est dans les régions sous-denses a tendance à aller vers les régions denses. Donc les régions sous-denses deviennent encore plus sous-denses, et les régions denses deviennent encore plus denses. Et cette instabilité gravitationnelle, d'abord, on sait la mettre en mathématiques quand les fluctuations sont faibles par rapport à l'unité. Et puis il arrive un moment où elles deviennent de l'ordre de l'unité, voire plus, et à ce moment-là, c'est compliqué, il faut faire des simulations. Mais donc, le temps que ça prend, c'est de l'ordre de 1 milliard d'années. C'est ça, voilà. Parce que l'objection, c'est de dire qu'il y a quand même l'expansion qui empêche tout ça. Oui, tout à fait. Bon. Donc ça se fait contre l'expansion. Oui, ça se fait contre l'expansion. Voilà. Alors au niveau de la Terre, un objet de la masse de la Terre, alors je ne dis pas que la Terre s'est formée comme ça, mais un objet de la masse de la Terre pourrait en principe se former à une époque où l'univers avait 3% de sa taille. Et donc c'est beaucoup moins qu'un milliard d'années. Par contre, un objet de la masse d'une galaxie, même d'une petite galaxie, ça prend plus de temps. Jean-Yves. Il y a quelque chose, oui. J'ai pas compris pourquoi tu fais toujours une opposition entre gaz et matière. Matière noire. À matière noire. Parce que la matière noire est non. Je ne comprenais pas matière et gaz. La matière noire, elle est non collisionnelle. D'accord. Alors que le gaz, il est dissipatif, il a une physique très différente. Claire. Donc pour les simulations, par exemple, c'est pas du tout les mêmes genres de simulations. D'ailleurs, c'est pas les mêmes personnes généralement qui font ces simulations. D'accord. Est-ce que les contrôles que vous avez faits, j'ai vu, j'étais, je vous dis, très impressionné de tout ce travail, je peux vous le dire, alors là, en tous les cas. Et quand j'ai vu, après, les observations par rapport au modèle, oui. Bon, ça colle quand même pas mal, sauf peut-être l'autre où vous n'avez pas mis tous les paramètres. Bon. Voilà. Enfin, je prends celui que j'ai vu devant. Est-ce que ça implique que le modèle de la matière noire avec les modèles gravitationnels classiques s'impose plus que la théorie monde que vous avez évoquée? Voilà ce que je voulais savoir. C'est Daniel qui l'a évoqué. Oui, alors, est-ce que ça implique que c'est meilleur que la théorie monde? Voilà. C'est une très bonne question. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'une courbe une courbe théorique a juste des points que c'est la solution. Parce qu'il y a généralement beaucoup de théories qui peuvent expliquer un ensemble d'observations. Donc ce n'est pas très impressionnant ce que j'ai montré. Ce qui serait plus impressionnant, c'est que je montre que le modèle explique 50 observations complètement différentes. Parce que là, j'ai montré la distribution de masse, mais j'aurais pu montrer la corrélation entre la masse et les vitesses intérieures, etc. etc. Donc ça, c'est une chose. Alors après, au niveau des théories alternatives de la gravitation. Alors ça, c'est une question difficile que vous me posez, parce que mon cerveau réfléchit moins vite dans les théories alternatives que dans les théories classiques. Donc, toute la problématique de la croissance, de l'instabilité gravitationnelle et de la croissance des structures dans le monde est complètement différente. Et elle n'est pas encore bien comprise. Il y a des gens qui l'ont simulé, mais ils l'ont simulé mal. Il y a un étudiant français qui est à l'Observatoire de Paris qui a montré que le simulateur précédent l'a mal fait. Et donc, ça reste à faire. Et puis, il n'y a pas que monde, il y a d'autres théories alternatives. Il y a une théorie qui a été faite par mon voisin de bureau, mon collègue qui est à un bureau plus loin que moi, Luc Blanchet, qui a imaginé une théorie où il y a de la matière noire, mais où la matière noire, elle est sous forme de dipôle. Alors c'est bizarre, la gravitation sous forme de dipôle, on n'en parle jamais. Il a été très courageux d'imaginer cela, et il a remarqué qu'en supposant cela, il aurait des équations, un peu comme des diélectriques chargées, qui ressemblent beaucoup aux phénomènes, aux équations qu'on voit avec Monde pour décrire les galaxies. Et on sait que Monde décrit bien les galaxies au niveau des rotations
vitesses de rotation en fonction de la position, au détail près. C'est ça ce qui est remarquable. Par contre, monde ne réussit pas bien dans d'autres domaines. Les naines sphéroïdales, j'ai co-signé en effet un article où on montrait que monde ne marche pas. Les amas de galaxies, où il faut de la matière noire. Et puis aussi les galaxies satellites, les mouvements des galaxies satellites loin des galaxies. On peut utiliser ça comme traceur de la matière. Et là, monde a un gros problème. Ça a été montré l'année dernière par une équipe russo-espagnole. Mais bon, les partisans de monde ont toujours des nouvelles idées pour montrer que oui, d'accord, le monde a des problèmes, mais la théorie classique a peut-être des problèmes aussi. Alors à ce propos, on a parlé on a entendu dans la littérature des gens évoquer l'antigravité, des particules antigravitantes, de même qu'il y a des positrons, des électrons. Oui. Voilà. Tu pense connais? Oui, non, je sais pas. J'en pense pas grand-chose. Alors les particules antigravitantes seraient antigravitantes entre elles ou antigravitantes avec les particules gravitantes? Avec les gravitants. Voilà, donc elles s'effondreraient aussi, mais par contre elles éviteraient. Voilà. Donc vous aurez des halos négatifs qui s'effondreraient, vous aurez des halos positifs qui s'effondreraient et puis s'éviteraient. Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais c'est peut-être intéressant. Parce qu'évidemment, avec les charges, c'est le contraire. Avec les plasmas chargés, c'est le contraire. Ça veut dire que les particules qui ont la même charge, elles s'évitent. Et c'est des charges opposées qui s'attirent. Donc la gravitation pourrait être le contraire. Alors pour ça, je crois que je pense qu'on ne peut pas, on peut pas montrer que cette théorie ne marche pas. Je pense qu'on en est loin parce qu'on a encore il y a des choses qui sont encore un peu bizarres dans l'univers. Et une chose qui est bizarre pour moi, et c'est peut-être l'antigravité, c'est qu'il y a, à très très grande échelle, au-delà des galaxies, il y a des mouvements d'ensemble avec des vitesses qu'on ne comprend pas dans notre modèle standard. Alors peut-être qu'il faille une antigravité pour l'expliquer. C'est une intuition. Oui. Et quelle est la transparence d'une galaxie? Quelle est la probabilité pour qu'on puisse traverser une galaxie sans passer à moins de 10 nuages d'une étoile? Est-ce que la question a un sens? Oui, elle a un sens, bien sûr. Alors, on s'était posé la question, ou je ne me rappelle plus si c'est moi ou un autre, ou si je l'ai lu, parce qu'il y a très longtemps, si Andromède nous rentre dedans, 100 milliards d'étoiles et 100 milliards d'étoiles, quand elles se traversent, et puis combien d'étoiles vont avoir des collisions physiques? C'est un peu ça votre question. Et la réponse est de l'ordre de 1. Donc c'est une collision. Une collision. C'est de l'ordre de 1. Donc entre 0 et 10 sur 10 milliards, quoi. Mais il y a une autre façon d'imaginer la chose, c'est se souvenir que si on ramène la taille d'une étoile à la taille d'une tête d'épingle, oui, et qu'on ramène tout dans les mêmes proportions, oui, les têtes d'épingle sont oui, distantes de quelques kilomètres. Absolument. C'est que finalement, les étoiles sont très petites par rapport à leur séparation. Sauf près des trous noirs ou dans les amas globulaires d'étoiles, mais généralement, elles sont très très légères. Alors que les galaxies, et c'est ça ce qui est intéressant, les galaxies, elles, par rapport à leur taille, elles sont beaucoup plus proches. Elles sont à quelques rayons parfois, ou pire à 100 rayons, alors que les étoiles, il faut aller à des millions ou des milliards de rayons. C'est ça toute la différence. C'est pour ça que les collisions d'étoiles sont rares et les collisions de galaxies sont fréquentes. Pour revenir aux choses basiques, le Soleil, c'est une étoile, c'est assimilable à une étoile. Oui, oui, je l'ai montré dans la première image. Il y avait un monsieur là-bas. Vous disiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'avant 1 milliard d'années, au-delà du Big Bang, aucune galaxie n'a pu se former. Voilà, pourtant, il me semble qu'on verrait des objets... Un facteur de près. Hein. Comment? Un facteur de près, peut-être. Mais... D'accord. Et alors, deuxièmement, quand vous avez donné cette courbe de la masse des galaxies en ordonnée et la masse de la matière noire en abscisse, oui, il me semble vous avez donné l'emplacement de notre galaxie, oui, qui était, alors si j'ai bien repéré sur quelque chose comme 50 milliards d'années, 50 milliards de masse solaire pour la masse de la galaxie, oui, et 10 puissance 12 pour la masse noire, c'est bien ça? Celle-là, oui. Voilà. Ça donne combien? Voilà. C'est à peu près, donc la masse totale est de l'ordre de 10 puissance 12 et la masse de la Voie lactée en étoile est de l'ordre de 10 puissance 10,5, hein, à peu près. Voilà. 50.
50 milliards de soleils, c'est ça? Oui, 5, 10 puissance. Voilà, 50 milliards de soleils. Pas plus? Je pensais que ça faisait 200 ou 300. Je l'ai fait comme ça. Hein. Il y a peut-être une petite erreur d'un facteur 1,5, mais je ne pense pas qu'il y ait une erreur d'un facteur 2. Je pensais que c'était plusieurs centaines et non pas de milliards et non pas. Alors attendez, on va réfléchir. Notre Voie lactée en luminosité doit faire moins de 10 puissance 10 luminosité solaire en bande bleue. Et elle a un rapport M sur L des étoiles qui est de l'ordre de 2,5, donc elle va faire moins de 2 10 puissance 11. Elle va être à moins de 2 10 puissance 11, là. Mais en effet, elle doit être... et moi, je l'ai mis à 10 puissance 10.8, là. 10 puissance un peu plus, peut-être. Donc elle est peut-être un peu plus haute. Ouais. Elle est peut-être à 10 puissance 11. C'est donc bien à côté plutôt je me suis pas trompé beaucoup. De 100 milliards et non pas de 50 milliards. Oui. Bon, c'est un facteur 2, on ne va pas chipoter. Vous savez, en astronomie, c'est même pas l'ordre de grandeur qui compte, c'est l'ordre de grandeur de l'ordre de grandeur. Non, je rigole. C'est pas vrai. Mais c'était vrai il y a 30 ans, je l'ai entendu cette blague. C'est vrai? Ouais. Bon. John Dacol. C'était il y a 30 ans ou il y a 60? Bon, mais il nous reste plus qu'à te remercier encore une fois. Nous comptons sur vous pour participer activement à la classification des galaxies et du travail. Voilà. Bonsoir.